Bonjour, bon après-midi ou bien bonsoir à toutes et à tous, selon l'endroit d'où vous nous rejoignez. Je suis Dr. Asil Mogahed, spécialiste en santé publique et santé globale, et j'ai le grand plaisir de modérer ce premier webinaire de cours francophone en santé sexuelle et reproductive des adolescents 2025 organisé par la Fondation genevoise pour la formation et la recherche médicale en collaboration avec le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Le thème de ce cours est répondre aux besoins et réaliser leurs droits des adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive pour la région Afrique de l'OMS. Permettez-moi à souhaiter la bienvenue à tous les coordinateurs de ce cours qui présentent avec nous aujourd'hui, nos distingués panélistes qui j'aurai l'honneur de présenter dans un instant, les membres du groupe consultatif de cours, les membres du groupe de travail, l'équipe de GFMR, ainsi tous nos coachs dévoués, enfin nos chères participantes, chers participants qui nous rejoignent de divers pays à travers le monde. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous présenter brièvement dans le chat, indiquer votre nom, pays et votre domaine professionnel. C'est toujours inspirant de voir la diversité et l'engagement de notre communauté des participants. Euh, Comme vous pouvez voir sur l'écran, voici notre agenda d'aujourd'hui, prévu pour une durée d'environ 1 heure. Mots de bienvenue, discours d'ouverture, présentation des panélistes. Après, on a les réponses aux questions des participants par les panélistes. Et enfin, c'est le remerciement et clôture de la session. J'ai maintenant l'honneur de présenter Dr. Chandra Mouli, expert indépendant en santé sexuelle et reproductive des adolescents et coordinateur de cours. Dr. Chandra Mouli, la parole est à vous pour le discours d'ouverture. Merci, madame. Et bonjour à tout le monde. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans chaque webinaire, on va essayer de commencer avec une courte présentation technique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire une brève présentation qui est un appel à l'action. Le choc provoqué par les récentes mesures administratives prises par les États-Unis ne doivent pas conduire à la paralysie. La prochaine, s'il vous plaît. Le monde a observé avec consternation comment l'administration Trump a dénigré l'USAID, humilié son personnel et mis fin à ses services avant de fermer l'organisation. Elle a cessé tout financement du jour au lendemain. Elle a annulé tous les contrats. Elle a même exigé que les fonds déjà versés soient restitués s'ils n'avaient pas été dépensés. Incroyable, la situation incroyable. La prochaine, s'il vous plaît. Un mot à propos de contexte. Comme on l'indique ce rapport de l'UNICEF publié cette année, au cours des 30 dernières années, de nombreux pays ont réalisé des progrès tangibles dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents dans lequel le monde s'est investi. Réduction des mariages précoces, réduction des mutilations génitales féminines, réduction de la fécondité chez les adolescents, réduction des infections au VIH chez les adolescents et les jeunes et réduction des décès liés au VIH chez les adolescents et les jeunes. C'est des chiffres globaux, mais certainement il y a des pays où le progrès n'est pas vraiment
impressionnante et il y a quelques pays où il y a eu des régressions. Dans cette diapositive, j'ai présenté des exemples de progrès réalisés grâce à des actions menées à l'échelle nationale dans 3 pays, situés dans 3 régions différentes du monde. Donc, incroyable progrès a été fait. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le progrès réalisé par la Zambie, la Moldavie, le Népal et d'autres pays à revenus faibles et intermédiaires ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat des sensibilisations, de soutien technique et financier apportés par divers organismes externes en partenariat avec les gouvernements, des ONG, des autres groupes de la société civile et principalement avec les jeunes. La prochaine, s'il vous plaît. Face à cette crise, plusieurs responsables et défenseurs de la santé publique issus de pays à revenus faibles ou intermédiaires ont appelé leurs chefs de gouvernement et leurs dirigeants politiques à agir davantage, comme vous pouvez voir dans cette diapositive. Redéfinir les priorités du programme, élaborer des stratégies, redéfinir les priorités de recherche, investir dans le renforcement des institutions et des populations locales, identifier et déployer des ressources nationales, pas seulement attendre pour l'argent qui vient de dehors. La prochaine, s'il vous plaît. Tout en faisant pression pour obtenir des changements plus importants, les pays à faible et moyen revenu peuvent, dès à présent, prendre des mesures concrètes, comme indiqué dans cette diapositive, examiner les initiatives actuelles, établir des critères clairs pour hiérarchiser les initiatives, s'efforcer d'intégrer les initiatives prioritaires dans les systèmes, les différents systèmes, réorienter les fonds disponibles vers ces priorités et pour les activités qui avancent, se concentrer sur le renforcement des capacités locales à diriger. Donc, on a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui et quelques pays ont déjà commencé ça. La prochaine, s'il vous plaît. On parle souvent à propos de Trump et de USAID, mais ce n'est pas seulement le USAID. Je voudrais partager 5 points tirés d'un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique publié en juin dernier. L'organisation prévoit une forte baisse de l'aide publique. Elle note, comme vous pouvez dire dans le 12e point, que cela est dû au fait qu'un certain nombre de pays réduisent leur contribution. Ici, vous pouvez voir les 4 pays, mais il y a des autres pays aussi. Elle note que cela est particulièrement préoccupant pour l'Afrique subsaharienne. Elle formule des recommandations claires à l'intention des pays contributeurs ainsi que des pays bénéficiaires. La prochaine est la dernière diapositive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le monde est confronté à une crise sans précédent. Nous sommes choqués et attristés, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être paralysés. Nous devons nous relever, nous regrouper et aller d'avant sur 3 fronts. Nous devons préserver et tirer parti des enseignements et des progrès réalisés dans de nombreux pays. Nous devons lutter de manière proactive et efficace contre les attaques. Nous devons unir nos forces à celles de nos collègues et du pays à revenus élevés et des pays PRFI, des moyens bas et intermédiaires, qui s'engagent non seulement en faveur de la santé des adolescents, mais aussi, plus important, pour faire progresser la justice sociale et l'autonomie
dans des pays. Merci et namasté. Nous avons l'article en français et Rakibat doit partager l'article avec le rapport de cet webinaire. Merci et je vais partager aussi le diapositive et vous pouvez utiliser comme vous voulez. Merci et namasté. Merci, merci infiniment, Dr. Chandra Mouli, pour ces paroles inspirantes et informatives. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes distingués d'aujourd'hui. Madame Ketchen Serra Ashwania, conseillère technique en santé et droits sexuels et reproductifs, Plan international Global Hub. Dr. Jeannette Ankarine, gestionnaire principal système et services de santé, Fondation de fonds d'investissement pour l'enfance. Professeur Charles-Mani Ouedraogo, gynécologue obstétricien, professeur titulaire des universités, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur française, chevalier de l'ordre du mérite de la santé de l'action sociale, chevalier de l'ordre de la étalon et ancien ministre de la santé du Burkina Faso. Dr. Shilangas Mani, conseiller en programme et politique de planification familiale, Fonds des Nations Unies pour la population, Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes ravis et honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons reçu en total 66 questions de la part de nos participants, ce qui témoigne de votre grand entrée et votre engagement dans ce cours. Ces questions ont été regroupées par thématique et attribuées à chacun de nos panélistes. Nous allons maintenant commencer avec Madame Serra Ashwania qui répondra à la première partie des questions. Madame Serra Ashwania, soyez la bienvenue, la parole est à vous et vous disposez d'environ 12 minutes pour votre réponse. Madame Serra. Oui, docteur, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Vraiment, ça montre que ce cours a été très, très enrichant vu le nombre de questions, d'autres pratiques et aussi sur le contenu. Je vais juste préciser que je ne vais pas suivre cet ordre parce qu'il y a certaines questions qui sont presque le même. Donc, les réponses, compte tenu du temps que je vais donner, va regrouper certains aspects et donner une réponse. Mais néanmoins, à la fin de ça, on aura peut-être une réponse détaillée pour chacune des questions et même les questions qu'on va regrouper. Alors, la première élément de réponse que je vais donner concernant les normes, comment on peut réconcilier les normes socio-culturelles, religieuses locales, les défis culturels, résistance, et comment on pouvait intégrer les normes sociaux, comment on peut travailler avec les leaders religieux et les leaders sociaux dans le cadre de l'ESS. Donc, bref, la première question regroupe tout ce qui concerne la culture, les valeurs, l'implication des leaders religieuses dans la communauté, comment on peut les intégrer dans le programme de l'ESS. Donc, quelques éléments de réponse, c'est la première des choses pour impliquer la communauté, c'est-à-dire les parents, les chefs religieux, traditionnels dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'ESS. Comment on peut le faire? La première des choses, c'est on peut travailler avec elles, c'est-à-dire leur mobiliser, on les fait comme partie prenante de ce processus. Comment on peut faire ça? Nous avons plusieurs stratégies qu'on peut le faire. Soit on peut faire les sensibilisations, soit on peut les enrôler dans le programme de renforcement des capacités pour leur faire comprendre l'importance de laisser les adolescents et jeunes avoir accès aux informations et services SDSR. Par exemple, avec un projet de plan international en Guinée-Conakry, on a eu à travailler avec les parents, les leaders religieux traditionnels,
où on a renforcé leur connaissance sur une de notre documents, on appelle ça paquet de formation, créer des liens, comment ils peuvent avoir les conversations avec les adolescents et jeunes. Parce que la première des choses, c'est que parfois, ils refusent ces programmes parce qu'ils ne voient pas l'importance de ça et surtout qu'ils ne connaissent pas échanger avec les adolescents et jeunes. Donc, ça nous a permettre de enlever cette levier d'obstacles et leur faire comprendre. C'est une séance de 10 sessions qui couvre plusieurs thématiques. Aussi, il faut qu'on voit comment on peut adapter les contenus ou bien le programme de l'ECS aux cultures spécifiques. Donc, quand on parle d'adaptation de contenu, ça doit refléter les valeurs, la langue, les croyances locales, tout en conservant les principes fondamentaux en matière de droit, la santé et sécurité. Également, on peut introduire les CS autour de la santé et la protection, c'est-à-dire présenter les CS comme un outil qui permet de protéger les adolescents et jeunes contre les abus, le VBG, les IST, les grossesses précoces, et pas concentrer uniquement sur la sexualité. Si on utilise cette approche, c'est souvent très réceptif dans les communautés conservatives. Alors, l'autre question était sur la différence entre l'éducation complète à la sexualité et une formation sur la sexualité, ou bien l'éducation complète à la sexualité et l'éducation information complète. Donc, c'est pour dire que la différence vraiment est sur deux niveaux. La première chose, c'est le contenu. C'est-à-dire pour l'ECS, qui est éducation complète à la sexualité, le contenu, on voit qui dispense ça. Donc, quand on parle de l'éducation, d'abord, c'est parce que c'est dispensé par des éducateurs qualifiés. Ça peut être les enseignants, les pères éducateurs qui ont été formés. Et la formation qu'on fait, c'est pour les capacités, non seulement avec les techniques pédagogiques de déroulement des sciences, mais aussi ça met l'accent sur les valeurs personnelles pour leur permettre de fournir les informations correctes. C'est complète parce que c'est basé sur un curriculum qui couvre toutes les 8 thématiques clés que vous avez parcourues, les relations interpersonnelles, valeurs, et tout ça est fait dans une séquence logique. Les informations qui sont données aux adolescents et jeunes est adaptées à l'âge et aussi ça célèbre les aspects sexualité comme un aspect vraiment positif d'être humain. Par contre, si on voit une formation sur la sexualité, d'abord, le contenu est souvent technique et c'est ou informatique, vous voyez, et ça manque souvent, ça n'entre pas souvent trop dans le droit ou bien les relations, les valeurs, ou bien aborder les émotions ou bien les aspects sociaux éthiques. Également, pour les CS, on voit que c'est une approche qui est holistique et à long terme, c'est-à-dire c'est dispensé au fil du temps, souvent intégré dans le programme scolaire, mais en formation sur la sexualité ou les autres, c'est pointu, court terme, on donne ça une fois. Et la dernière différence, c'est vraiment le but de l'ECS qui est un peu différent d'une information ou bien une formation sur la sexualité, sur la SDSS, c'est que l'ECS vise à doter les adolescents et jeunes d'abord de connaissances, c'est-à-dire ce que les enfants et les adolescents, ce qu'ils vont comprendre, les compétences, ce qu'ils seront capables de faire avec les connaissances qu'ils ont reçues, les attitudes, ce qu'ils sont capables de reconnaître et apprécier pour leur permettre de réaliser leur santé et bien-être, développer les relations sexuelles respectueuses, réfléchir comment leur choix affecte leur propre bien et santé et celle des autres et comprendre et assurer la protection de leurs droits ainsi que la preuve d'esprit critique. Par contre, avec la formation sur la sexualité, c'est souvent plus technique et informative et ça aborde juste certaines thématiques ou bien certains aspects. Donc, voici de manière générale la différence entre les CS et souvent les formations qu'on fait sur la santé et droits sexuels reproductifs ou bien sur la sexualité de manière générale. Autre question qui a été posée par plusieurs personnes, c'est comment quel est le rôle que les parents, les enseignants, les adolescents et jeunes eux-mêmes peuvent jouer
dans un programme LCS. Donc, pour le parent, d'abord, comment on peut les impliquer et quel est le rôle qu'ils peuvent jouer? C'est d'abord les impliquer dans les activités pour avoir leur soutien. Et comment on peut avoir leur soutien? À travers le renforcement des capacités, les activités en utilisant les stratégies comme les dialogues intergénérationnels où ils discutent pour comprendre, n'est-ce pas, les problèmes des adolescents et jeunes. On engage également les hommes, les leaders religieux à travers les différentes sciences, les sensibilisations. Pour les enseignants, comment on peut les intégrer? C'est à travers une formation de qualité continue qu'on les aide à explorer et discuter leurs valeurs personnelles, les attitudes, les croyances sur la sexualité et aussi développent leurs compétences en matière d'enseignement efficace en utilisant les méthodes d'apprentissage interactif. Et le jeune également, on peut les impliquer dans les activités on les forme comme père éducateur pour dérouler les activités de l'ECS. On travaille avec eux, ils sont consultés avant de développer un programme de l'ECS pour comprendre leurs besoins, les difficultés qu'ils sont face. Dans les développements de contenu, ils font partie et ils participent également au déroulement de programmes, comment ils peuvent avoir l'accès aux services, comment ils peuvent encourager, n'est-ce pas, le travail avec les autres adultes et aussi leurs pairs. Alors, il y avait une question sur la tranche d'âge qui correspond aux adolescents. Donc, selon la définition de l'OMS, quand on parle des adolescents, normalement, c'est les personnes qui sont âgées de 10 à 19 ans. Et les jeunes adolescents, ce sont ceux qui sont âgés de 10 à 14 ans. Et les adolescents plus âgés, ceux de 15 à 19 ans. Et les jeunes, généralement, c'est le 20 à 24 ans. Alors, il y avait une autre question sur comment on peut adapter le contenu de l'ECS par rapport à l'âge ou bien est-ce que l'ECS on peut enseigner aux enfants de plus petits, comment on peut adapter, quelles sont les Sarah, approches. désolé, je peux ajouter quelque chose? OK, oui. Seulement pour dire, comme Sarah a dit, selon l'OMS, adolescents sont entre 10 et 19 ans, mais on sait bien, comme vous savez, que l'âge, ces adolescents n'est pas un âge fixe, c'est une phase qui commence la fin de l'enfance et qui continue dans le monde jeune adulte. Donc, c'est une phase. Quelquefois, on peut avoir un enfant de 14 ans qui est vraiment très développé, et notre camarade de classe de même âge qui n'est pas développé physiquement, mais aussi mentalement. On utilise les 10 à 19, mais avec flexibilité. Vraiment désolé, Sarah. Continuez, s'il vous plaît. D'accord, merci de ces ajouts. Bon, je vais essayer de continuer. Alors, en plus de ça, j'étais sur la question où on demandait comment on peut adapter le contenu de l'ECS à l'âge. Est-ce que les plus petits, c'est-à-dire ceux de moins de 10 ans, on peut leur donner l'ECS et autres? La réponse, oui, et c'est pour cela que l'un des principes directeurs ou bien l'un des 8 caractéristiques des programmes LCS, c'est que c'est adapté à l'âge et stade de développement. Donc, ce que Dr. Chandra vient d'expliquer, c'est vraiment la considération entre l'âge et le stade de développement de l'enfant. Et donc, on peut adapter ça. Par exemple, si on connaît que le stade de développement souvent de ceux qui sont moins de 5 ans, c'est souvent l'âge de première découverte. C'est de 5 à 8 ans, c'est l'âge de questionnement. Quelles sont les choses qu'elles questionnent? Tout ça, ça va avoir un impact, n'est-ce pas? Et aussi en fonction des contextes du pays, ça aura un impact sur comment on peut adapter le contenu dans un pays précis. Par exemple, avec une ressource de plan international, nous appelons ça les cadres d'activité, l'ECS, nous avons pris ces considérations et essayé de donner les informations ou bien présenter les différentes thématiques de l'ECS tout en tenant compte de l'âge et stade de développement.
Par exemple, sur la thématique des relations selon notre cadre, pour ces de 5 à 8 ans, les activités ou bien les informations qu'on donne à ces jeunes sont beaucoup plus centrées sur l'amitié, les relations, comment ça fait référence à nos liens avec les membres des familles, la communauté, comment identifier les bonnes et les mauvaises relations. Donc, c'est ce qui est enseigné là-bas. Par contre, pour ceux de 9 à 12 ans, toujours sur la thématique relation, en plus de ça, maintenant, on ajoute maintenant les aspects de l'égalité, l'amitié, l'influence des pairs, qui peut être positive ou négative, la stigmatisation, la discrimination. Pour ceux qui sont âgés de 12 à 15 ans, par exemple, Je en m'excuse, plus de ça, Madame Sarah, vous avez encore une minute. d'accord, Mhm. merci. Donc, vous voyez, donc voici comment un contenu peut être adapté selon l'âge et stade de développement. Et comme je n'ai plus assez de temps, je veux prendre une dernière question où on a demandé comment on peut renforcer la collaboration entre les écoles, les centres de santé, les acteurs communautaires. Aussi, comment l'ECS peut contribuer à améliorer l'utilisation des services. La première des choses, c'est établir le lien. Parce que si on fait l'ECS et qu'il n'y a pas un lien entre là où on donne les informations et les structures sanitaires, ce n'est pas complet. Donc, c'est complet quand il y a le lien avec le service. Et quand on établit le lien, ça veut dire qu'il y a un partenariat officiel entre les écoles et les centres de santé de proximité. Les personnels scolaires sont aptes à orienter les élèves vers la formation sanitaire. Également, la formation sanitaire doit être prête à recevoir ces adolescents et jeunes à travers la formation pour comment ils doivent accueillir les adolescents et jeunes auprès de leur centre de santé, comment aménager même un espace pour prendre en charge les adolescents et jeunes et bien autres stratégies qu'on peut utiliser. Parfois, les personnels de santé, en collaboration avec les écoles, ils peuvent descendre sur les écoles pour mener certains minimum des activités. Bon, compte tenu du temps, il y avait d'autres questions que j'avais prévu répondre, mais s'il y a le temps à la fin, je pouvais revenir sur ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Sarah, pour vos réponses éclairantes. On est censé d'avoir aujourd'hui docteur Ginette Anquerin, mais malheureusement, le docteur n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui en raison d'une urgence professionnelle. Nous allons donc passer directement aux questions adressées à notre troisième panéliste, le professeur Charles Mani Ouedraogo. Docteur professeur Charles Mani, vous disposez d'environ 10 minutes pour vos réponses. Bienvenue et la parole est à vous. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais commencer par la première question. Alors, quelles stratégies peuvent être mises en place pour rendre les services de contraception plus accessibles et adaptés aux adolescents, notamment dans les zones rurales ou en contexte de crise, tout en respectant la confidentialité et les besoins spécifiques des jeunes? Alors, à ce niveau, je dirais que, il est important d'offrir des services adaptés aux jeunes. Pour cela, il faut créer des espaces jeunes dans des structures, former le personnel à une approche non jugeante, confidentielle et tout à fait respectueuse. Il faut également renforcer la confidentialité parce que c'est important. Tout doit se passer dans le secret. Il faut sensibiliser la communauté en impliquant les leaders communautaires et utiliser les pairs éducateurs sans oublier les campagnes utilisant les radios locales. Il faut une approche mobile et décentralisée, notamment les cliniques mobiles comme ça existe au Burkina, pour les zones enclavées et aussi pour aller vers les populations déplacées internes dans les zones qui connaissent le haut défi sécuritaire. Et dans cette approche mobile, il faut intégrer la contraception dans les services également scolaires ou communautaires et aussi sans oublier le dépistage des cancers gynécologiques. Il faut évidemment assurer la gratuité ou la subvention des méthodes contraceptives. Toutes les barrières financières pour l'accès aux méthodes doivent être levées. Et enfin, il faut une intégration multisectorielle.
Pour la deuxième question, quelles sont les différentes méthodes de contraception recommandées aux adolescents? Alors, à ce niveau, il faut dire que l'OMS a déjà dit beaucoup de choses là-dessus. Vous avez pour les adolescents les préservatifs qui permettent de lutter en même temps contre les IST et les grossesses non désirées. C'est facile d'utilisation et c'est sans ordonnance. Vous avez la pilule contraceptive orale combinée qui est également bien adaptée pour les adolescents. Vous avez également de plus en plus les méthodes de longue durée pour certains adolescents assez particuliers, notamment les implants sous-cutanés et les dispositifs intra-utérins qui étaient autrefois contre-indiqués, mais aujourd'hui, il y en a adaptés pour ces jeunes-là. Et sans oublier les méthodes d'urgence pour les rapports sexuels en période ovulatoire avec risque de grossesse, la pilule du lendemain qui peut être utilisée. Nous n'allons pas recommander beaucoup les méthodes naturelles et comportementales parce que c'est difficile pour les adolescents. Troisième question, la contraception vise deux objectifs principaux. Elle prévient les grossesses non désirées pour certains types, limite les infections sexuellement transmissibles avec le rapport sexuel prolongé. Quel est le meilleur contraceptif recommandé pour les adolescents? Alors, avec des rapports sexuels prolongés ou réguliers, le meilleur contraceptif recommandé pour les adolescents dépend de deux facteurs. Il y a l'efficacité et la protection contre les IST et le VIH. Et il faut en général utiliser une stratégie combinée, la double protection et la méthode contraceptive efficace que j'ai déjà évoquée, plus le préservatif. Ça permet d'avoir une double protection, lutter contre les grossesses non désirées, mais aussi lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Quatrième question, quel âge pour arrêter la contraception et que faire en cas de rapport sexuel non protégé? Alors, il n'y a pas d'âge fixe, mais il est important de savoir que avant la ménopause, une femme peut toujours tomber enceinte. Tant qu'elle n'est pas ménopausée, le risque de grossesse existe. Et il est toujours recommandé de continuer la contraception jusqu'à 12 mois même après la date des dernières règles si la femme même est très âgée. Donc, c'est pour vous dire que euh, pendant toute la période, tant que vous ne voulez pas une grossesse, il faut continuer votre méthode contraceptive. Et donc, la contraception peut être arrêtée 1 à 2 ans après la période d'aménorrhée naturelle, quel que soit l'âge. Et si vous avez un rapport non protégé, eh bien, la méthode de contraception d'urgence qui existe dans tous les pays, vous pouvez l'utiliser. Alors, cinquième question, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour appuyer les personnes victimes des effets indésirables des services de contraception, notamment l'aménorrhée, la non-conception après le mariage? Alors, pour soutenir les personnes qui sont victimes ou inquiètes donc de ces mesures indésirables liées donc à la contraception, il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre et les accompagner d'une manière ou d'une autre. Déjà, il faut faire un bon counseling en donnant la bonne information sur avantages et inconvénients et sur les effets secondaires. Et souvent, ce sont des effets secondaires qui ne sont pas importants, mais si la femme n'a pas reçu l'information au cours donc de son entretien pour la méthode contraceptive, elle peut être amenée à abandonner. Par exemple, les petits saignements minimes qu'on appelle des spottings, ça ne doit pas amener à interrompre la contraception. Et si la femme est déjà bien informée, eh bien, elle comprendra que c'est un effet secondaire qui est de courte durée et qui ne perturbe pas l'efficacité de la méthode contraceptive. Il faut donc offrir une gamme diversifiée de méthodes en sachant qu'à chaque fois qu'il y a des effets secondaires qui sont incompatibles avec la vie de la personne, eh bien, il faut donner un soutien psychosocial et changer la méthode. Alors, quelle stratégie prioritaire pourrait être mise en place au niveau des districts sanitaires pour garantir la continuité de l'accès à la contraception des adolescents en contexte de crise humanitaire? Alors, à ce niveau, il faut savoir qu'il faut intégrer la contraception dans les services de réponse humanitaire. Quand vous arrivez dans une population qui est en détresse, ne vous dites pas qu'ils ont juste besoin de la nourriture et de l'eau. Non, ils doivent aussi avoir les méthodes contraceptives parce que quelle que soit la catastrophe,
la sexualité est quelque chose de naturel. Les gens doivent continuer à mener leur sexualité de façon sûre et responsable. Et donc, il faut intégrer la contraception. Il faut créer des espaces jeunes sécurisés et confidentiels. Il faut déployer les cliniques mobiles et des points de service communautaires. Il faut assurer la gratuité, ça j'insiste là-dessus. Il faut former et sensibiliser les pères. Septième question, comment les données sur l'utilisation des services de contraception par les adolescents peuvent-elles être mieux collectées et utilisées pour orienter la planification et l'évaluation des programmes de santé reproductive? Alors, il faut savoir que ces données-là doivent être collectées par tous les services qui offrent la contraception, y compris les équipes mobiles qui font de la stratégie avancée. C'est très important et on doit avoir un canevas uniforme et unifié pour pouvoir collecter toutes les informations en rapport avec l'utilisation des services de contraception par les adolescents. Oui, pourquoi parle-t-on rarement de la contraception masculine dans les programmes aux jeunes où les filles et les garçons ont une responsabilité sexuelle saine partagée? Ne remarque-t-on pas une inégalité pour les services contraceptifs chez les femmes et chez les hommes et que chez les hommes? Ça, c'est une question qui revient toujours, l'implication de l'homme. Alors, nous avons sur le plan médical beaucoup plus de méthodes efficaces pour la femme que pour l'homme. Pour l'homme, vous avez le préservatif et tout ce qui reste n'a pas encore été validé et publié. Et donc, pour l'instant, ce que la science nous permet d'avoir, eh bien, ce sont les méthodes qui sont plus fournies pour les femmes et uniquement le préservatif pour l'homme pour l'instant. Savoir si la présence des cliniques mobiles constitue un facteur stigmatisant pour les adolescents. Non, ce n'est pas stigmatisant parce que si vous prenez l'exemple des pays qui vivent le défi sécuritaire avec des populations déplacées internes comme le Burkina, Mali, Niger, eh bien, il faut des cliniques mobiles pour aller vers les populations déplacées internes qui est composée également d'adolescents. Et aussi, ces cliniques mobiles qui vont aller en stratégie mobile vers les établissements loin des formations sanitaires, ça permet de prendre en compte la préoccupation des adolescents et pouvoir avoir des entretiens tout à fait confidentiels à l'intérieur de ces cliniques mobiles, loin de l'espace d'un hôpital ou d'un centre de santé habituel. Dixième question, dans une crise humanitaire où les structures de santé ne sont plus fonctionnelles, sur quoi se basent les organisations humanitaires pour la distribution des contraceptifs? C'est utiliser la stratégie mobile. Parce que là où il y a des défis sécuritaires et que le personnel s'est aussi déplacé et abandonné les formations sanitaires, il n'y a que les stratégies mobiles, les unités mobiles, les cliniques mobiles qui peuvent jouer un rôle important. Et le Burkina, en tout cas, dispose d'unités mobiles. Il y en a 15 pour l'instant. Et je suis certain que le nombre va augmenter au fur et à mesure que les besoins se font sentir. Les contraceptifs à longue durée d'action comme les implants causent-ils des dommages aux adolescents de moins de 15 ans? Non, pas spécialement. Pas du tout, pas du tout. Je ne crois pas du tout. Ça n'a pas de dommages pour les adolescents. Et encore une fois de plus, quand vous avez un adolescent de moins de 15 ans, il faut faire une éducation complète à la sexualité et ne pas oublier qu'il n'y a pas que la grossesse. La protection doit être de mise. 12e question. Je Au niveau m'excuse, prof, vous avez encore une minute. Ouais, il me reste 3 questions, donc c'est bon. Au niveau du deuxième module, comment doit-on utiliser les pilules du lendemain car il paraît que c'est une contraception très nocive? Ce n'est pas une contraception très nocive déjà et c'est facile d'utilisation. Quelles approches pour assurer la disponibilité des produits contraceptifs? Eh bien, il faut avoir une centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques avec un dispositif de logistique contraceptive nationale. Quelles sont les provinces éducationnelles de la RDC qui ont bénéficié? Alors, je ne connais pas parce que je ne suis pas en RDC. Je ne suis jamais allé, j'aimerais aller un jour. Y a-t-il des programmes déjà expérimentés pour les enfants et adolescents avec handicap? C'est intégré, ce n'est pas spécifique, c'est intégré dans
le dispositif classique du système de soins? Et dernière question, existe-t-il des contenus de DCS qui concilient problèmes socioculturels et besoins des adolescents et jeunes en SR? Je crois que oui. Voilà, j'ai fini de répondre aux 16 questions. Merci. Merci infiniment, professeur Ouedraogo, pour vos réponses pertinentes et enrichissantes. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le docteur Shilanga Asmani à prendre la parole. Docteur Asmani, soyez la bienvenue parmi nous. Vous disposez d'environ 10 minutes pour vos réponses. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Très Oui, bien, merci. oui, très bien, Claire. OK, merci pour donner cette opportunité de partager quelques éléments. Ce que moi j'ai proposé, je vois que mes collègues, les chers panélistes, ont plus ou moins élaboré certaines parties des questions. Alors, les questions qui sont devant l'écran, moi, j'ai divisé ça plus ou moins dans 5 thèmes. Alors, je vais répondre dans 5 thèmes. Et puis, s'il y aura de temps, s'il y a besoin de clarifications ou questions supplémentaires, on peut le faire. Alors, quand j'ai regardé les questions, j'ai vu vraiment il y avait des questions liées à les obstacles, le contexte et comment assurer l'accès. Alors, ça aborde des défis fondamentaux posés sous les conditions de vie. Alors, les jeunes qui sont au niveau rural, où il y a absence de communication, ou bien où il y a les croyances culturelles et religieuses, qui peut être en barrière en termes d'accès aux services de planification familiale. Alors, il faut dire que dès qu'on a un niveau bas de la connaissance, on n'a pas accès aux services, ça contribue à l'accès, à barrer dans le terme d'accès des services, et ça aussi, ça conjugué avec les normes sociales, euh, les normes qui sont plus pronatalistes. Tout ça peut nous donner de barrer accès aux services. Alors pour ces obstacles, comment les surmonter? Les collègues ont parlé des stratégies de assurer l'accès universel des services. Il faut comment parler avec les partenaires, avec les membres de la communauté sur tout ce qui est la croyance, comment est-ce qu'on peut se construire sur une approche communautaire, les dialogues respectueux, parce que ce qui est important, c'est il faut nous engager avec les leaders religieux, les leaders traditionnels. Il faut pas toujours voir comme si les leaders religieux et traditionnels sont seulement des barrières. C'est les mêmes leaders qui peuvent être des champions. Alors, il faut le regarder comme nos champions de la santé. Si on positionne le planning familial comme un outil ou bien un service qui donne ou bien qui peut améliorer la santé maternelle, qui peut améliorer la santé infantile, qui peut soutenir l'espacement des naissances. Alors, si on parle comme ça devient des objectifs qui sont compatibles avec les valeurs religieuses et ça peut rendre ces discussions plus faciles. Et si on utilise les agents de santé communautaire pour la distribution et la sensibilisation dans les zones reculées, ils sont des agents de santé qui sont acceptables. Alors, quand on parle des barrières, quand on parle de contexte, c'est plus voir comment ces barrières et ces contextes, comment est-ce qu'on peut les tourner comme opportunités, comment est-ce qu'on peut les utiliser comme des champions, non seulement les barrières, pour qu'on peut combler ces obstacles. Il y a plusieurs questions, je regrouperai en termes de politique nationale, comment faire les plaidoyers et comment assurer les données qui peuvent soutenir ces programmes. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut se concentrer sur les leviers structurels nécessaires pour créer un environnement favorable. Alors, ça veut dire les politiques, les lois, mais aussi les données probantes. Alors, les politiques réussies en Afrique, là, on voit les politiques qui réussissent en termes de planning familial, c'est là où
il se concentrait sur l'intégration des services dans la santé primaire, qui se concentrait sur abolition des restrictions d'âge ou bien des restrictions qui sont liées à la statut matrimonial. Alors, c'est les politiques qui peuvent nous donner les faveurs en termes de services de planning familial. Et là où on forme les prestataires pour une approche non seulement clinique, mais aussi des approches qui sont conviviales pour les jeunes. Alors ça, on peut voir les éléments des politiques qui peuvent soutenir les programmes, mais aussi, on peut aussi assurer qu'il y a une plaidoyer qui est concerté, ça on a besoin, mais cette plaidoyer doit être basée sur la collecte des données qui sont fiables. Alors, quand on fait le plaidoyer, pour rendre l'environnement favorable, il faut avoir des plaidoyers qui est soutenus par les données qui sont fiables. Et avoir les données nécessite aussi qu'on inclut systématiquement dans les indicateurs spécifiques aux adolescents, dans les enquêtes nationales, ou bien si on peut renforcer le système d'information sanitaire de routine pour assurer que ces données sont aussi disponibles. Et si ils sont anonymes, ils sont aussi adaptés pour assurer la fiabilité dans un contexte où il y a beaucoup de stigmatisation. Alors, les données là peuvent aussi rendre les services de planning familial pour les adolescents plus accessibles si on a bonne base de données. Autre chose, quand je regarde les questions, c'est comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a une institutionnalisation et offre de services. Alors, la manière où dans le système de santé peuvent s'organiser, mais aussi peut assurer une pérennisation d'offres de services avec une concentration sur les adolescents. Tout en long, il faut respecter les normes socioculturelles. Alors, si c'est les mineurs, si c'est les adolescents, comment est-ce qu'on peut assurer que le système d'offre de services est bien adapté pour garantir leur droit à un accès qui est confidentiel? Je pense que le professeur a parlé de ça, sans jugement, OK? Assurer qu'il y a des protocoles de confidentialité stricts dans les espaces discrets et tout en assurer qu'on peut aussi impliquer les parents, on peut impliquer les adultes, on peut impliquer les membres de communauté pour assurer que les services qu'on propose à offrir aux adolescents sont aussi assez acceptables. Le respect de normes socioculturelles, il ne faut pas, comme j'ai dit, voir ça comme barrière, mais ça peut être des dynamiques qu'on peut travailler avec pour voir qu'est-ce qui est en commun en termes de les normes socioculturelles qui peuvent nous assister en collaboration avec les leaders locaux pour adapter les messages, pour assurer que on peut utiliser les mots, on peut utiliser une communication qui est pas qui rentre dans l'espace ou bien qui est en lien avec les normes socioculturelles. Un autre aspect qui est important dans les questions, c'est comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a non seulement la création de demandes, mais comment assurer qu'il y a aussi l'équité dans l'accès aux services. Alors, pour créer la demande, les stratégies les plus efficaces impliquent vraiment d'utiliser les éducateurs pairs pour promouvoir des messages qui sont crédibles, des messages qui stigmatisent pas, les campagnes qui ciblent la communauté pour assurer qu'il y a aussi un engagement des hommes, mais les influenceurs communautaires pour créer vraiment cet environnement qui soutient non seulement la demande, mais aussi accès qui est équitable. Alors ça, pour un thème de création de demande équité, l'engagement de la communauté est très, très important pour garantir que ces services, ces informations vont être acceptées et que on donne le message que les contraceptions peuvent être efficaces, peuvent réduire les grossesses non désirées, y compris tous les obstacles ou bien tous les défis qui arrivent en termes de les grossesses qui sont pas désirées ou bien qui sont pas planifiées. La dernière chose, c'est les questions, on parlait beaucoup sur comment assurer une mise en œuvre des bons programmes, comment on peut les évaluer. Alors là, c'est que je peux dire que
ce groupe de questions se focalise sur les conditions de succès pratiques, les rôles de différents partenaires dans le soutien et les mesures des résultats. Les éléments essentiels pour avoir un programme qui a des réussites dans la planification familiale destiné aux adolescents dans un contexte difficile incluent des prestataires qui doivent être bien qualifiés, alors les formations, mentorat, coaching, des services qui sont bien intégrés, parce que quand les services sont intégrés, ça réduit aussi la stigmatisation, parce que c'est pas seulement les services de planning familial, mais ça intègre d'autres services dont les adolescents ont besoin, ça peut réduire le stigma. L'engagement, comme je dis déjà, l'engagement actif des leaders pour négocier les normes restrictives, mais aussi utiliser l'éducation basée sur des preuves. Et pour évaluer l'impact, ça fait généralement dans une approche mixte. Ça peut être des analyses de données routines, par exemple taux de fréquentation, prévalence contraceptive, mais aussi des enquêtes. On peut utiliser prix post-formation pour mesurer les changements de comportement des prestataires. On peut aussi faire des enquêtes pour voir où est-ce que nous sommes avec la connaissance en termes des adolescences. Le dernier, peut-être je peux dire, c'est un aspect qui a été demandé, c'est comment est-ce qu'on peut assurer la mise en place des lois et politiques qui sont en faveur de santé sexuelle reproductive des adolescents. Je Alors, m'excuse, pour obtenir... monsieur, docteur, vous avez encore une minute. OK. Alors, le dernier point, c'est ces lois et politiques qui sont favorables. Alors ça, il faut obtenir les lois et politiques en faveur de la SSR. Il est nécessaire de mettre en place des stratégies de plaidoyer avec les données probantes, comme j'ai dit. Et ça veut dire qu'il faut bien collecter des données qui sont fiables sur les différents impacts pour notre plaidoyer. Quel est l'impact de grossesse précoce? Quels sont les impacts des infections? Alors, ce plaidoyer doit cibler, vraiment éliminer les barrières légales et aussi de l'allocation budgétaire pour les services SSR des adolescents. Alors, je veux terminer ici, au moins en résumé, les questions que je t'ai données. Merci à vous. Merci, merci infiniment, Dr Asmani, pour vos réponses détaillées et éclairantes. Si c'est possible, nous revenons maintenant aux questions qui étaient adressées à Dr Jeannette Ankarine. Dr Jeannette, en fait, nous a informé qu'il va envoyer prochainement des réponses détaillées à ces questions, mais cependant, nous, comme nous avons aujourd'hui parmi nous des spécialistes dans le domaine de l'éducation complète de la sexualité et de planification familiale, nous pouvons profiter de leur présence pour enrichir la discussion. Madame Serra, professeur Ouedraogo, docteur Asmani, si vous le permettez, pourrez-vous partager avec nous vos réflexions sur certaines des questions qui étaient adressées à docteur Ginette? Madame Serra, est-ce que vous pouvez commencer ou bien professeur Ouedraogo, docteur Asmani? Oui, je peux commencer. Il y a une question qui a été posée sur comment l'éducation complète contribue à réduire les grossesses précoces chez les adolescents et quels sont les obstacles culturels dans les écoles du Tchad. Donc, pour le contexte du Tchad, je ne peux pas dire, mais de manière générale, comment l'ECS peut contribuer à réduire les grossesses précoces? En fait, comme j'avais dit dans ma précédente présentation, le but en fait de l'ECS, c'est de doter les adolescents avec les connaissances, les compétences, pour qu'ils ont les attitudes et ils ont les valeurs qui les permettent de prendre les bonnes décisions pour ce qui concerne leur santé et bien-être. Et donc, les thématiques qui sont enseignées dans le cours de l'ECS, à savoir sur la thématique de santé sexuelle et reproductive, où on touche l'aspect de la contraception, ça peut contribuer, n'est-ce pas, à réduire les grossesses chez les adolescents parce que là-bas, nous mettons l'accès sur l'information sur la contraception et aussi, très important, l'accès à
au service de contraceptifs dans les formations sanitaires. C'est pour cela que c'est très important quand on fait un programme de l'ESS de faire ce lien entre les formations sanitaires et les écoles ou bien les espaces communautaires où on donne les informations. Donc, en faisant ça, ça peut réduire les grossesses parce qu'on donne les informations sur les contraceptions et tout ça. Et aussi, il y a aussi les autres aspects sur les relations, comprendre leur corps et tout ça, qui permettent également de fournir les bonnes informations. Et je veux terminer avec une deuxième question où on avait dit les thématiques non évoquées en santé des adolescents. Certaines thématiques majeures comme l'hygiène menstruelle, le cancer du corps et utérus et les cancers du sein sont souvent absents des modules sur la santé sexuelle et reproductive. Pourtant, elles ont un impact direct sur la santé et la scolarisation et la prévention des décès évitables. Comment ces enjeux peuvent être mieux intégrés dans le contenu de formation prioritaire globale en santé des adolescents? Ça, c'est une très bonne question. Et comme on avait constaté, l'une des 8 thématiques clés sur l'ECS est la puberté ou bien le développement du corps humain. Et au niveau du développement du corps humain, nous touchons les aspects de la puberté chez les filles, chez les garçons, qui fait partie intégrale de l'aspect puberté de la fille. Maintenant, comment on peut intégrer l'aspect de l'hygiène menstruelle dans le pays où il trouve important? Au niveau de cette module, on peut également intégrer l'aspect de gestion d'hygiène menstruelle dans cette thématique. Mais néanmoins, nous avons la thématique de développement du corps humain qui touche à ça. Et si on veut mettre plus d'accent sur la gestion d'hygiène menstruelle, on peut intégrer. Pour ce qui est de cancer du corps et le cancer du sein, vraiment, ça ne fait pas partie des thématiques clés parce qu'il faut comprendre, les CS, nous avons 8 thématiques clés qui sont internationalement reconnues que nous pensons que en donnant les informations sur ces thématiques, ça va permettre aux adolescents et jeunes de prendre les bonnes décisions, de comprendre leur corps et faire vraiment partie des esprits critiques dans la prise de décision. Donc, pour le cancer du corps, le cancer, c'est vrai que c'est important, mais également, on peut faire ça à travers les séances de sensibilisation dans la communauté et d'autres activités pointues. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Voici les 2 questions que on avait posées à Dr. Ginette, que je pensais que ça devait être important d'aborder ça. Merci. Merci, Madame Serra. Je ne sais pas s'il y en a encore de temps pour donner l'opportunité à professeur Ouedraogo, docteur Asmani, pour nous répondre à certaines questions ou nous donner leur réflexion sur certaines questions du docteur qui ont été déposées à docteur Ginette sur la planification familiale. Professeur Ouedraogo, docteur Asmani. Oui. Oui. Alors, il y a 4 questions qui ont été affichées. Oui. À quelle question vous pensez, vous aimeriez donner une réflexion? Alors, la première question, comment peut-on prendre en compte les discussions sur l'éducation complète à la sexualité, la contraception plus inclusive Mhm. pour les jeunes vivant avec un handicap? OK. Alors, c'est important, les personnes vivant avec un handicap sont déjà, vivent une stigmatisation de façon générale pour certains et nos services de santé ne sont pas souvent adaptés à ces personnes. Et donc, il est important que, il y ait des centres jeunes qui prennent en compte leurs préoccupations pour faire des focus group avec ces jeunes vivant avec un handicap. Ça permet de dissoudre donc le complexe, le sentiment donc de stigmatisation parce que chacun se retrouve avec une personne qui vit avec cet handicap et avoir des personnes en face qui tiennent un langage adapté et qui tiennent compte du type de handicap que présentent ces personnes afin de leur offrir les méthodes contraceptives qui correspondent. Merci.
Merci infiniment, professeur Ouedraogo, pour votre contribution. Euh, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence de questions, aussi à la fin des... est-ce que Dr Asmani voulait faire... non. Alors, Dr Asmani, est-ce que vous... OK, Non, non, c'est c'est bon. c'est bon, c'est bon, OK, j'ai rien à ajouter. OK, Merci. merci. Que je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut aller au le dernier diapositive, s'il vous plaît? Que vous avez partagé juste maintenant. Non, Les voilà. questions... oui. Voilà. J'ai commencé avec la situation de USAID et je vais arrêter le webinaire avec la question numéro 11. Au-delà de la signature des déclarations, nous observons une fossé entre l'engagement politique affiché et l'allocation budgétaire. Et je veux seulement dire que maintenant, l'USAID est fini et nous n'avons pas beaucoup des autres pays très impliqués avec Gaza, avec Ukraine et beaucoup des autres choses. Donc, nous devons faire dans notre pays, nous devons travailler avec nos gouvernements et nos leaders politiques pour essayer de trouver l'argent. Il n'y a pas de solution qui va venir de dehors. On peut partager, on peut apprendre des choses entre pays d'Afrique subsaharienne et entre pays l'Afrique occidentale et centrale. Et on va partager des expériences comme ça, comme le partenariat de Ouagadougou. Mais s'il y a une fosse, la responsabilité n'est pas de Rakiba, c'est à vous, mes amis. Oui. Merci, mon ami. Merci infiniment, docteur Chandra. Nous sommes arrivés à la fin de notre session aujourd'hui. Avant de partir, chers participants, pouvez-vous mettre un message à retenir du webinaire d'aujourd'hui dans le chat, s'il vous plaît? Et vraiment un grand merci à nos panélistes pour leur précieuse intervention et le partage de leur expertise. Et merci également à Dr. Chandra Muli et à l'équipe de GFMR et à nos coachs et à tous les participantes et participants pour votre présence active et vos questions pertinentes.